presque poétique. Nous enchaînons donc toujours en géopolitique, comme je le disais, mais on va parler du trade agricole mondial. Et pour poser le décor, je me tourne, on le retrouve, on le voyait il y a 2 secondes, vers Fabrice Lévesque, CEO de CL Survey. Donc vous êtes un spécialiste de l'expertise agricole, hein, notamment pour les spécialistes assurance et trade. Alors expliquez-nous un peu ce qu'on doit savoir sur les commodities. Bonjour à toutes et à tous. L'idée de cette présentation préalable est de contextualiser les commodities, et en particulier les soft commodities, dans le cadre de leurs enjeux politiques, et de montrer et de l'illustrer au travers du prisme du blé, qui est la commodities géopolitique par essence, ce qui permettra après d'ouvrir les débats. Donc en matière de commodities, il y a peu de denrées qui nourrissent la planète. Il y a un triptyque qui est le maïs, le blé et le riz, et vient ensuite le soja. Et le produit le plus commercé dans le monde en matière agroalimentaire est bel et bien le blé, 800 millions de tonnes de produits pour 200 millions de tonnes exportées. En matière toujours de commodities, peu de sociétés contrôlent l'alimentation de la planète. Il y a ce que l'on appelle les Big Five, à savoir Cargill, ADM, COFCO, Louis Dreyfus et Bunge. Ces 4 sociétés, elles seules, contrôlent 400 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Et voilà. Pardon, et le quart du commerce international de produits agroalimentaires. Et le géant français est InVivo, dont un représentant sera tout à l'heure à la table ronde. Donc, la commodity par essence, le blé, que l'on pourrait appeler la bombe à amidon. Pourquoi le blé ? Le blé et la commodities de tous les progrès, c'est une plante qui est domestiquée depuis 10 000 ans, c'est une plante qui est transportée, y compris par voie maritime, depuis au moins 2500 ans, une plante à importante capacité nutritionnelle et à important potentiel de progrès de productivité. À titre d'exemple, ça a été x4 en 60 ans, exactement le schéma de la croissance démographique. Et c'est la denrée géopolitique par essence parce qu'elle nourrit 35% de la population mondiale, avec une production de 800 millions de tonnes. Les 2 principaux producteurs sont la Chine et l'Inde, qui concentrent 25% de la production mondiale et qui se trouvent être, bien sûr, les principaux consommateurs. Vient ensuite le trade, 200 millions de tonnes. Et c'est une denrée qui est une denrée d'enjeu géopolitique par essence. Pourquoi ? Ce simple graphe l'illustre parfaitement. C'est une denrée qui est en pleine mutation sur le plan de la production et sur le plan du trade, à savoir qu'un pays qui était le premier importateur mondial dans les années 1980-2000 est devenu en très peu de temps, en une dizaine d'années, le premier exportateur mondial. Je parle de la Russie. La Russie aujourd'hui capte 25% des exports mondiaux du blé, ce qui en fait une arme géopolitique pour ce pays. Donc géopolitique comme géographique et climatique, pourquoi s'agit-il d'une plante sensible ? Parce que sa production obéit à 4 lois sacrées, des sols particuliers, de l'eau, il faut pour l'anecdote 600 litres d'eau pour produire 1 kg de blé, la température avec une particularisme de température négative puis somme de température assez élevée, ce qui fait que cette denrée peut être produit dans très peu de zones dans le monde. Les grands bassins sont l'Europe, l'Amérique du Nord, la mer Noire, et puis dans le sud, de manière plus épisodique, l'Argentine et l'Australie. Donc si on continue à faire un état des lieux un peu géopolitique, si j'ose dire, sur le plan géographique, la situation est la suivante. Aujourd'hui, sur Terre, nous avons 29% de terre qui se trouve au-dessus de la surface de l'eau, 75% des sols sont déjà utilisés par l'homme, 10% de ces sols sont constitués de terres arables, et avec un potentiel de développement qui est très limité sans prendre sur la forêt. Et c'est à ce titre que 5 millions d'hectares de forêt ont été détruits sur les 10 dernières années. L'eau douce représente 3% de la ressource en eau de la planète et 70% est déjà captée par l'agriculture.
Pour nourrir la population mondiale, on estime qu'en 2050, il faudra augmenter la production de l'ordre de 70%. Donc c'est un véritable enjeu de taille. Et ça veut dire qu'il faudra conquérir 6 millions d'hectares à échéance d'une quinzaine d'années. Donc évidemment, encore gagner sur les forêts. Et il y a une problématique de taille qui est le changement climatique. Et en particulier le réchauffement qui implique ou qui génère ce que l'on appelle la migration agricole. Et selon les différents scénarios climatiques, on estime que la production agricole monte vers le nord de 4 à 6 km par an, ce qui fait qu'à l'échéance 2100, on peut estimer que les bassins de production agricole actuels de ces denrées céréalières auront évolué à 300 jusqu'à 500 km au nord. Ce qui nous donne une modification de taille des bassins de production et dans ce contexte, en fait, seuls 2 pays disposent des capacités de production ou d'extension nécessaires. Le Canada d'une part, qui dispose de 28% du potentiel d'extension des terres agricoles, et de nouveau la Russie, qui est déjà le premier exportateur mondial et qui va devenir l'alpha et l'oméga de la production et de l'exportation du blé, donc qui va détenir un certain pouvoir d'alimentation de la planète. En face de ça, on a une situation politique qui est d'abord une tectonique démographique qui est plutôt de temps long, bien que le temps long s'emballe un peu. Vous voyez effectivement que l'augmentation de la population mondiale s'est élevée de manière très exponentielle depuis maintenant 500 ans, et à échéance 2100, une évolution drastique des bassins démographiques et donc des bassins de consommation, à savoir une stabilisation des zones européennes et américaines, une décroissance démographique en Asie et une croissance démographique particulièrement importante en Afrique, avec un triplement de la population estimée en l'espace de 75 ans. Donc les bassins de consommation et les bassins de production s'éloignent les uns des autres, et c'est l'essence même du trade que d'approvisionner les uns par les autres. Et puis nous avons ce que j'appellerais les éruptions imprévisibles. Il y en a plusieurs dans l'histoire, et la plus récente bien évidemment est la Russie qui a lancé un assaut en 2022 sur l'Ukraine. Au jour de cet assaut, il y avait environ 80 navires qui étaient en cours de chargement dans les ports d'Ukraine, qui ont été bloqués. Certains le sont encore très peu, mais il y a encore quelques navires qui sont bloqués à l'est de l'Ukraine. Il faut savoir qu'avant la guerre, l'Ukraine exportait de 4 à 7 millions de tonnes de blé, de céréales, de grains par mois, et que la réduction a été drastique puisque ça a divisé par 7 en l'espace d'un mois. Et ça a généré le blocage de céréales pendant un temps assez conséquent de 6 à 7 mois, tant en intérieur que dans les ports. Donc, source d'avarie supplémentaire et volatilité des cours. Et c'est bien dans ce cadre-là que les traders, le trade doit faire évoluer rapidement sa politique de gestion des risques, et ce sera tout le sujet de la table ronde après. Et je terminerai par cette diapo un peu provocante, si j'ose dire, et qui se pose en question: est-ce que le rapprochement de l'OTAN des frontières de la Russie a bien été la seule raison du conflit russo-ukrainien? Savoir que l'est de l'Ukraine que convoite la Russie représente à peu près 50% de la capacité de production de grains de l'Ukraine, et que à terme, conquérant cette partie de l'Ukraine et avec les effets de la migration agricole vers le nord, la Russie contrôlerait 50% ou plus de 50% de l'export dans le monde. Ce qui fait que ça en fait une véritable arme alimentaire. Donc en conclusion, nous sommes dans un monde qui est en mouvement avec des risques que j'appellerais tectoniques, qui sont géographiques et climatiques, qui sont relativement lents et inodores, mais avec un potentiel d'aggravation à court moyen terme indéniable, et des mutations que nous venons de voir à l'échéance de fin du siècle, et puis un risque éruptif de moins en moins prévisible, qui s'intensifie en brutalité et en intensité, qui est une opportunité pour le secteur du trade, sous réserve que le secteur du trade puisse évoluer très agilement dans la gestion de ces risques, et c'est tout le sujet de la table ronde qui arrive. Merci. Merci beaucoup Fabrice. Et en effet, nous allons en débattre avec les intervenants qui
me rejoignent. Venez vous asseoir. Bravo. Merci. Bienvenue à tous les quatre. Alors, vous n'êtes pas du tout mis dans l'ordre, mais c'est pas grave, je vais vous présenter, c'est piégé. À mes côtés, je vais suivre quand même ce qu'il y a écrit, ce sera plus simple. Rémi Djogounian, bonjour. Bonjour. Vous êtes Deputy Head of Marine Cargo, département chez Thios-Siaci. Plus près de moi, Jean-Raymond Singe. Jean-Raymond, ouais. Jean-Raymond Singe R, directeur exécution blé chez Soufflé Négoce. By Invivo. Non, j'allais dire. Oui. Entre vous, Jean-Christian Fage, vous êtes ancien directeur exécution, arbitre aussi, à la Chambre arbitrale maritime de Alors j'étais ancien directeur exécution chez Sirent, pardon. Et chez Dreyfus auparavant pour différentes commodities also. On en a parlé tout à l'heure. Et ancien président de CAFTA. Enfin, en miroir, Angèle Van Pham, bonjour. Vous êtes country manager chez MS Ameline France. Tout à fait. Alors, quand on avait préparé cet échange, on a pas mal parlé Ukraine, et je pense qu'on va en reparler, mais j'aimerais tout de suite peut-être que vous élargissiez vos réponses à ce qui s'est passé récemment dans le détroit d'Ormuz et qu'on voit, voilà, qu'est-ce que ça change, qu'est-ce que l'Ukraine a changé, qu'est-ce que le détroit peut changer concrètement à vos métiers. Jean-Christian. Je dirais déjà qu'il faut mettre les choses un peu en perspective, c'est-à-dire que l'Ukraine et ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz changent les données pour le trade, mais que c'est un changement qui a déjà existé dans le passé, ne serait-ce que moi, durant ma carrière, j'ai vécu la guerre entre l'Irak et l'Iran en tant qu'armateur et on envoyait des bateaux dans le golfe Persique et c'était pas très confortable de faire ça. Plus récemment, il y a eu la guerre du Golfe avec des variations de taux de fret qui ont été assez important. Après, bon, pour ceux qui veulent remonter encore plus loin, il y a eu le blocage du canal de Suez. Donc il faut mettre les choses un peu en perspective et se dire qu'en effet, il y a un effet, je dirais, news en ce moment avec ce qui se passe et c'est indéniablement dramatique. Et le trade, je suppose, surtout dans le domaine du pétrole et dans une moindre mesure dans le domaine des grains, parce que le golfe Persique n'est pas une destination, je dirais, en volume qui est aussi importante que ça, mais dans le domaine du pétrole, des plans sont déjà en cours sans doute pour adapter s'adapter à une fermeture potentielle du détroit d'Ormuz. Mais pour le trade, ça a toujours été une grande difficulté, et comme pour tous d'ailleurs dans le monde de l'assurance, de s'adapter à une géopolitique qui est, j'ai envie de dire, violente. On peut s'adapter déjà difficilement à une géopolitique qu'il faut quand même aussi considérer comme en large partie dans le trade comme étant invisible. Ce que j'appelle invisible, c'est-à-dire que vous avez énormément de conflits latents ou existants à bas bruit et qui se règlent avec des blocages de trade, par exemple des documents, prenez le document clé pour l'export du blé qui est le certificat phytosanitaire, si deux pays sont en bisbille quelque part, le premier échelon d'hostilité va être, si vous voulez refuser par exemple de livrer du blé à un pays importateur, pour une raison ou une autre, bloquer le certificat phytosanitaire. Comme tous les pays ont besoin à l'importation d'un certificat phytosanitaire, tout d'un coup vous vous retrouvez avec l'impossibilité de charger votre bateau, ou même quand le bateau est chargé, et ça m'est arrivé, l'impossibilité de le livrer à destination, parce que tout d'un coup un pays décide que là où ils émettaient un certificat sanitaire, c'est terminé. Et donc il faut s'adapter à ça. Et c'est une donnée que personne ne voit, qui n'est pas assurable quelque part, et que le trade assure. Parce que à la base, et c'est, je pense, quelque chose qu'il faut considérer, c'est que traders et assureurs, nous avons un peu le même métier, en ce sens où que tous les deux
les deux activités sont à la base une activité d'analyse de risque. Dans le trading, je n'ai jamais vu un business se faire sans que le risque ait donné son aval et étudié les différentes facettes de ce trade. De la même façon que vous, en termes d'assureur, quand vous assurez un risque, vous allez analyser tout ça. C'est la même chose. Jean-Raymond, on a bien compris qu'il n'y avait plus aucune circulation de blé dans le monde en ce moment. C'est interdit. Alors, aujourd'hui, de toute façon, c'est la Russie qui benchmark, qui fait le marché et qui fait le prix mondial. Et la Russie a trouvé tous les moyens pour livrer et délivrer la marchandise là où bon lui semble. On parlait Thierry Gomard parlait tout à l'heure du commerce illicite. En fait, il y a un commerce illicite qui s'est tranquillement mis en place. Alors, c'est pas forcément un commerce illicite, c'est qu'il y a des pays qui, la denrée alimentaire, le blé, n'est pas sous embargo partout. Nous, en France, on se refuse du fait de la compliance, donc tout ce qui est conformité, à toucher cette origine. Donc, on va se rabattre sur du blé ukrainien ou autre qui est difficile aussi à sortir du fait des problèmes assurantiels. Mais aujourd'hui, de toute façon, c'est le blé russe qui fait le prix du marché quasiment toute l'année, avec plus de 25% des exploitations mondiales. Et ce qu'il a opéré depuis la Crimée et plus en avant après, donc depuis 2014, on est tout à fait en phase, c'est-à-dire qu'il veut devenir le référent mondial sur la denrée alimentaire. Et les cadeaux qu'il a pu faire en Afrique et autres, parce qu'il suffit simplement de regarder les destinations. Hein. Vous avez les grandes destinations, c'est la Turquie, c'est l'Égypte, c'est l'Afrique de l'Ouest et c'est l'Iran. Voilà. Deux chiffres, 2012, 40 millions de tonnes de production en Russie de blé, 2022, 80. Et quand on voit le réchauffement climatique, ça va. Oui, et en contrepartie, vous regardez les USA sur la même période, de mémoire, ça va être 65 millions et 47 millions. Donc de l'autre côté, ça a baissé. C'est une évidence. Rémi, votre analyse, alors vous êtes trader en fait, il paraît que vous faites le même métier. Alors moi je suis courtier et j'ai une vision un peu différente parce que je pense que le conflit russo-ukrainien a quand même marqué un tournant, en tout cas sur le marché de l'assurance. Moi j'y vois trois raisons. La première raison, c'est la zone géographique impactée. Une mer dans son intégralité et par le biais de la compliance, un pays dans son intégralité, la Russie. Et donc pour moi ça a été un tournant. Enfin, conséquence de ce qui précède, le nombre d'acteurs économiques touchés. Il y a forcément le négoce, mais la Russie est un gros pays importateur de biens et équipements. Et le marché de l'assurance, je pense que tous les assureurs et courtiers présents dans la pièce se souviennent du mois de février 2022 et des cellules de gestion de crise qu'on a dû mettre en place. Vous ajoutez à cela la réaction d'un marché plutôt brutal à l'époque. Je trouve par rapport aux précédentes crises qu'il y avait eu, moi je me rappelle de l'Iran et Bandar Abbas par exemple, là la réaction a été assez brutale avec des résiliations massives que les courtiers et les clients ont dû gérer. Également on a dû naviguer dans un flou au niveau des appétits de souscription et de la tarification. Moi je me souviens toutes les semaines des zones changeaient de risque, on passait de 7, 8, ensuite on parlait de la Géorgie, on parlait de la Roumanie, les taux sont passés à 1,5, 2%, sont retombés à 0,50. Voilà, donc on a dû naviguer dans beaucoup d'incertitudes. Et enfin, il n'y a pas que l'aspect risque de guerre, c'est-à-dire que les assureurs ont pu prendre des positions de prudence par rapport aux sanctions internationales ou par rapport à la zone dans son intégralité, et on a dû prendre des positions de repli en urgence pour trouver des solutions. Alors Angèle, en toute logique, qu'est-ce que vous, assureurs, acceptez de couvrir ou pas aujourd'hui? Comment est-ce que vous jonglez dans cet univers mouvant? Alors, en fait, je voulais venir sur un sujet duquel découle tout le reste et qui rejoint ce que disait tout à l'heure Jean-Raymond et Jean-Christian. Ce qui a changé dans nos métiers d'assureurs, c'est certainement la place de la conformité.
La conformité, alors les crises ont toujours existé, effectivement, mais ce que les dernières crises ont amené, ce sont les armes sanctions. Les sanctions qui sont aujourd'hui utilisées comme des armes à l'encontre des économies. Et nous, assureurs, l'impact, c'est une complexification de nos process de prise de décision. À titre d'exemple, dans le passé, pour valider une aventure maritime, pour vérifier un bateau, savoir s'il était apte à performer un voyage, que faisait le souscripteur lambda? Il regardait les aspects techniques du navire. Il regardait son âge, il regardait si le navire était détenu pour des raisons techniques, il regardait si les bateaux du dit armateur étaient bien entretenus. C'était technique. Aujourd'hui, évidemment, ces aspects-là sont toujours vérifiés par les assureurs, parce qu'on ne voudrait pas avoir une avarie commune en pleine zone de crise. Mais en plus de ça, l'assureur doit appréhender la globalité de l'aventure maritime. La globalité de l'opération. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les assureurs se doivent de vérifier quelles sont les contreparties. À l'origine, qui est le vendeur, à destination, qui est l'acheteur, et puis au milieu, qui sont les opérateurs. Le bateau, où est-ce qu'il s'est promené les derniers mois? Est-ce qu'il a touché des ports sanctionnés? Le bateau, de quel pavillon est-il? Voilà. Pourquoi? Alors même que, on parlait du blé tout à l'heure, alors même que le blé est exempt de sanctions. Certes, mais on oublie peut-être qu'il y a aussi 17 paquets de sanctions à côté, et bientôt 18 en train de sortir, et qui ne touchent pas directement le blé, mais qui sont des entraves au business. Et forcément, aujourd'hui, les assureurs doivent tenir compte de ces paquets de sanctions aussi, parce qu'on ne voudrait pas qu'un navire techniquement bien sous tout rapport, transportant du blé exempt de sanctions, se retrouve bloqué ou saisi en pleine zone de crise parce qu'il y aurait un élément qui entraverait qui contreviendrait à l'un des autres paquets de sanctions. Donc de là va découler tout le reste. Le manque d'agilité, cette hésitation aussi dans la prise de décision, perçue comme une hésitation dans la prise de décision. Rémi, très concrètement, vous trouvez des assurances pour les bateaux qui transportent du blé, les stocks de blé qui sont même dans des zones pourries? Alors cela, je ne l'avais pas préparé dans mes notes. En plus, c'est un sujet sur lequel on a échangé avec Jean-Raymond au niveau du business. Après cette crise, je vais répondre à la question, mais après cette crise ukrainienne, je pense qu'on a dû travailler sur 3 axes d'amélioration principale. Côté courtier avec les assureurs. La première chose, et je réponds partiellement à votre question, c'est la cartographie des appétits de souscription. Aujourd'hui, il y a plus d'une trentaine d'assureurs sur le marché français et continental. On doit savoir, nous, courtiers, quels assureurs aujourd'hui acceptent de couvrir les risques de guerre, dans quelle zone. Et je vais au-delà des risques de guerre, quels sont les assureurs qui ont des interdits de souscription sur certains pays. Voilà, parce qu'il y a des pays comme Cuba, par exemple, qui ne sont pas en guerre, mais sur lesquels il y a des interdits de souscription pour des raisons politiques. Certains assureurs ne peuvent pas aller sur ces pays, même en risque ordinaire. Le deuxième axe d'amélioration, évidemment, il découle du premier, c'est quelles sont les solutions qu'on a sur étagère pour couvrir le silo à grains dans le port ukrainien. Mais plus généralement, la nécessité qu'ont eu tous les courtiers présents dans la salle de trouver des marchés alternatifs, parce que les marchés traditionnels n'ont pas pu toujours répondre aux besoins des clients en termes de risque de guerre, et donc la nécessité d'aller sur des agences de souscription spécialisées, d'aller sur le marché de Londres, sur les marchés des risques politiques, qui est différent du marché de l'assurance transport, et également sur les pools d'assurance et de réassurance comme le Garex. Et dernier point, un dernier axe d'amélioration, je ne voudrais pas lancer un débat, mais je crois qu'il y a une table ronde après qui en parle, c'est la clarté contractuelle. Aujourd'hui, moi je trouve, j'ai peut-être une vision assez sévère, mais qu'on n'a pas encore assez de clarté contractuelle sur les mécanismes de résiliation et de réintégration des garanties, bien qu'on ait fait beaucoup de progrès, et on l'a vu sur la mer Rouge et la gestion de la crise en mer Rouge, mais également sur le contenu de certaines garanties. Et enfin, pour les silos en Ukraine, aujourd'hui, on est sur les risques de guerre à terre, sur un marché avec beaucoup moins d'appétit en général. Donc forcément, en Ukraine, la capacité disponible sur le marché est rarissime et même elle est limitée. C'est-à-dire que si un assureur dit « je prends 10 millions sur ce silo en Ukraine », il ne pourra pas prendre 10 millions nécessairement sur un autre silo. Et ça, c'est une limite qui est très importante pour les traders, et parce que c'est premier arrivé, premier servi.
Alors concrètement, je me tourne vers Jean-Christian. Qu'est-ce que vous proposez comme solution? La solution, c'est celle qu'a adopté le trade depuis toujours. C'est en fait d'assumer un certain nombre de risques. Alors après, chaque société va avoir une politique un peu différente. Pour reprendre l'exemple concret du stockage en Ukraine, il est évident que des sociétés qui ont des assets, des silos, des immobilisations en Ukraine vont prendre ce risque parce que, je dirais, contraints et forcés, et d'autres sociétés qui n'ont pas d'intérêt, je dirais, stratégique en Ukraine vont tout simplement se retirer du marché ukrainien parce que le jeu, si je puis dire, n'en vaut pas la chandelle. Et ce qui veut dire que quand vous regardez en fait l'évolution du trade international, clairement, vous avez une tendance à la massification, c'est-à-dire qu'il y a un avantage à être gros parce que vous pouvez, je dirais, supporter un certain nombre de risques qui ne sont pas forcément assurables ou qui ne sont pas tout simplement prévisibles. Quand on parle de la géopolitique actuellement et de ce qui se passe, dans toute ma carrière en termes de négociant, des discussions sur la géopolitique sont excessivement rares. On va analyser des risques, mais je dirais plutôt le risque client, c'est-à-dire la capacité des clients à payer, son approche qualitative. Il n'y a pas une petite tendance à la bureaucratisation aussi ? C'est un peu le drame pour tout le monde, c'est-à-dire que l'intervenant précédent parlait de l'Europe qui avait désarmé sur 2 générations. Moi j'ai envie de dire que depuis quelque temps on est en train de décérébrer. Alors c'est un peu différent de désarmer, mais c'est une activité, quand on décérébrait, je veux dire qu'on est en train d'automatiser, de sous-contracter à des systèmes externes la réflexion, alors que le monde devient de plus en plus complexe. L'aptitude de tout un chacun de résoudre les problèmes qui vont nous être imposés va diminuer. C'est là où le risque se situe au niveau des risques géopolitiques, c'est que de moins en moins d'intervenants vont être prêts à adapter leur comportement aux risques que l'on va rencontrer, tout simplement parce qu'ils n'auront plus les données internes dans leur cerveau pour pouvoir contourner, pour pouvoir trouver des solutions. C'est une tragédie en développement, et je pense qu'à tous les niveaux, aussi bien au niveau de l'assurance, du trade, il faudrait que les directions prennent en compte je dirais l'expérience et d'essayer de donner à un certain nombre de leurs salariés une vision beaucoup plus globale, une capacité basée sur l'expérience à pouvoir adapter leur comportement. Mais j'ai pas vu ça ces dernières années. Alors peut-être qu'il y aura une réaction. Angèle, je vois... Oui, c'est intéressant. Je serais un petit peu plus optimiste parce que j'ai beaucoup d'admiration envers mes confrères. Si on regarde le passé pour pouvoir essayer de projeter l'avenir, en plus il y a une crise qui nous pend au nez, quand on regarde ce qui s'est passé 24 février 2022, invasion de l'Ukraine par la Russie, très vite, les assureurs savaient qu'ils avaient des bateaux bloqués. Fabrice l'a dit tout à l'heure, il y en avait 80. Donc potentiellement, il y avait déjà des sinistres en risque ordinaire ou risque de guerre, déjà des sinistres sur des bateaux et potentiellement des sinistres en stockage. Et pourtant, on va dire 5 mois après, au moment où s'est mis en place le corridor du grain, voilà, beaucoup de mes confrères, beaucoup d'assureurs ont remis de la capacité pour accompagner ces bateaux qui allaient traverser le corridor. Alors certes, le corridor était accompagné des navires de l'OTAN, etc., mais était sécurisé. Mais dans cet exemple, je dirais que les assureurs ont intégré aussi le fait que désormais on allait fonctionner dans un environnement dégradé avec des risques aggravés. Et pourquoi cet exemple-là ? Parce que bien avant la crise, tout le monde savait, enfin tous les assureurs savaient qu'en mer Noire, on ne trouve pas les plus beaux bateaux. En général, ce sont des bateaux qui ne sont pas très jeunes, voire très très vieux. Et alors on peut imaginer qu'en cas de crise, le tonnage disponible était encore moins important. Donc environnement dégradé, risque aggravé. Et pourtant, on y est allé pour permettre à ce blé d'aller alimenter le monde. Et
Voilà, donc on a pris conscience de cela, quoi. Donc je pense qu'il y a un état d'esprit qui est en train de changer, hein. Et je pense que si cet état d'esprit s'est manifesté dans le passé, il pourra être dupliqué dans le futur. Peut-être, mais il n'en demeure pas moins que la première réaction quand il y a eu la guerre, c'est de l'envoi de notices pratiquement quasi immédiate pour dénoncer les polices comme en échéance de 7 jours. Donc en termes de négociants, vous avez votre bateau, vous avez votre risque, et je dirais, quand le risque se réalise, ce que vous recevez en premier, c'est de nous dire, oubliez-nous. Alors après qu'il y ait eu une mise en place d'une nouvelle couverture, je suis tout à fait d'accord, mais il y a des taux qui, des fois, faisaient que, tout simplement, c'était plus réalisable. Moi, j'ai participé aux discussions avec les Nations Unies qui étaient dans une optique de dire oui, mais il va y avoir une solidarité vis-à-vis de l'Ukraine. Mais dans le trade, je suis désolé, mais moi ce que j'ai vu, c'est pas de la solidarité, c'est que les gens étaient prêts à acheter du maïs ukrainien, mais à une parité, par exemple, rendue à Espagne avec du maïs brésilien. Donc il fallait être compétitif. Et quand vous avez des taux des primes d'assurance qui montent, et que c'est pas un reproche, mais c'est un fait, quelque part, vous n'êtes plus compétitif par rapport à d'autres origines. On sent la blessure. Je vais demander peut-être à Jean-Raymond comment il a vécu cette phase et quelles sont les solutions. Il y a deux sujets qui sont intéressants. Il y a le premier sujet, c'est pourquoi le corridor. Le corridor, pour moi, il a eu lieu parce que les Russes avaient intérêt à ce qu'il existe. Parce que s'il avait... non toléré, oui, clairement. Voilà. Non, mais pas toléré, c'est-à-dire qu'il y avait un besoin de toute façon d'exportation. Sinon, ça bloquait tout. Donc ça, c'est la première. Pour rebondir sur Jean-Christian, je pense que tu voulais parler de l'intelligence artificielle ou artisanale. Mais même avant l'intelligence artificielle, je veux dire, poser une question à qui que ce soit, le réflexe, c'est pas de sortir comme dans les westerns son pistolet, c'est de sortir son iPhone et puis de regarder sur Google pour avoir la réponse. Donc, ça veut dire qu'on ne sort plus les réponses de son cerveau. Donc c'est là où on revient par rapport à la compliance, c'est qu'en définitive, il faut que toutes les sociétés travaillent avec le même degré de compliance. Et si d'une banque à une autre ou d'un assureur à un autre, où il y a des différences ou des convergences, il faut pouvoir les traiter. Et nous, dans le trade aujourd'hui, c'est notre gros risque. C'est-à-dire que d'un côté, il y a une banque, par exemple, qui va nous dire vos documents sont conformes, mais de l'autre côté, ils vont nous choper parce que le bateau, il y a l'oncle qui était... Non, leur phrase, n'oublie pas, c'est toujours de dire qu'il y a un nexus et puis après suit le... Et après, on n'a pas forcément les raisons, mais ce que je veux dire, c'est que nous, la complexité dans le trade aujourd'hui, c'est réellement cette histoire de compliance, cette histoire de conformité qui nous bloque dans beaucoup de sujets. J'ai mis un droit de réponse peut-être. Un droit de réponse sur la compliance, et je pense que j'anticipe sur la dernière question, mais je vais aborder le sujet maintenant. Il y avait une question sur quels sont les risques à venir, essayer de réfléchir aux challenges du futur, et je vais me mettre dans la position du courtier et de l'assureur. Et ça a été évoqué par le précédent par Thomas Gomard, merci. Pour moi, le désalignement entre la politique internationale américaine et européenne et l'impact que ça aura sur les politiques de sanctions américaines et européennes, et comment nous, courtiers et assureurs, dans les années à venir, on pourra gérer des sanctions qui seraient contradictoires entre Europe et États-Unis. Et on commence à le toucher du doigt sur les comportements américains plutôt complaisants vis-à-vis de la Russie, sur le désalignement, ou plutôt en tout cas la posture différente sur l'Iran. Et ça va poser un réel problème pour le marché de l'assurance, et je n'ai pas la réponse à cette question. Mais demain, vous avez un trader de matières premières américain qui va opérer dans un pays qui serait sanctionné par l'Union européenne et pas par l'OFAC. Comment répond le courtier? Comment répond l'assureur? Nous, on est des entreprises multinationales. On doit respecter les sanctions européennes, les sanctions UK. Voilà. Donc, il y aura un vrai sujet par rapport à ça. Oui, en effet, le dernier axe sur lequel je vous ai emmené, c'était les risques à venir, ce que vous voyez qui va impacter. Pour vous, c'est la conformité et la différenciation des conformités? Pour moi, il y a deux choses dans les risques à venir. Il y a la conformité à travers ce que je viens d'exprimer. Et je pense que le deuxième risque, pour nous, c'est en fait la taille de la crise. On l'a vu sur l'Ukraine, une mer
dans son intégralité quelques pays et le marché s'est mis en gestion de crise. Tout s'est arrêté. Moi, je me souviens, tout s'est arrêté. J'ai des collègues dans la salle, on a passé des soirées, des week-ends pour gérer les flux de résiliation, pour gérer les réintégrations de garanties. Imaginons demain que la Chine envahit Taïwan, c'est pas la partie risque de guerre qui va poser problème, mais c'est les politiques de sanctions qui vont impacter la Chine, parce que forcément, les États-Unis, l'Europe vont probablement réagir et dire moi, les Chinois attaquent Taïwan, c'est illégal, sanctionnons la Chine. Comment on gère le Prior Agreement Compliance sur la Chine avec autant d'acteurs économiques? Comment le marché est capable de gérer ça? Et on est en pré-discussion, et là je fais le petit trait d'union sur Hormuz. Ce matin, j'ai déjà eu des échanges avec certains assureurs sur comment allons-nous gérer, nous, en tant que marché, Hormuz. Parce que Hormuz, ça y est, on va y aller. C'est comme la mer Rouge, comme l'Ukraine. Il va y avoir des résiliations, il va y avoir du prior agreement à gérer pour les négociants, mais également pour tous les acteurs économiques de la région. Et il y a une vraie inquiétude de tous les acteurs, c'est comment allons-nous gérer logistiquement ces couvertures, ces résiliations et ces réintégrations. Alors Angèle, je vous donne les deux questions. C'est la première chose déjà, quels sont pour vous les prochains risques? Et puis concrètement, comment est-ce que vous allez réagir face à oui, je voudrais centrer la réponse sur la réaction. Ce que disait Rémi est très intéressant. Il va falloir qu'on travaille tous les week-ends et les nuits. Mais encore une fois, si on regarde les deux dernières crises pour se projeter, à savoir comment on va réagir pour les prochaines, sur les dernières crises, il y a eu très vite des vagues de résiliation massives sous 48 heures, et puis ensuite des réintégrations de garanties au cas par cas, avec à chaque fois encore les vérifications techniques, conformité, etc. Le corridor, rien qu'à lui, en un an, c'était plus de 1000 bateaux, et dans ses extensions consécutives, c'est plus de 2000. Donc le marché français n'a pas absorbé tous ces 2000 navires, mais quand même, c'est du travail. Et alors, deux exemples. Un exemple surtout qui a été utilisé en mer Noire, conjointement avec les courtiers. Beaucoup d'assureurs ont mis en place des bulk agreements pour simplifier la vie de nos compliance officers. Bulk agreement, pour ceux qui ne seraient pas familiers, ce sont des accords entre les assureurs et puis les assurés, des accords sur 6 mois, 1 an, au cours desquels l'assureur s'engage à donner sa garantie de façon automatique pour toutes les expéditions maritimes réalisées entre certaines contreparties. Ces contreparties auront été identifiées, validées, vérifiées en amont afin de faire en sorte que le trade puisse continuer de façon beaucoup plus fluide. Alors je dirais c'est peut-être un micro-exemple, mais ça contribue déjà pas mal à soulager la charge de travail et puis à fluidifier le trade. Et in fine, c'est ça. Le deuxième exemple, c'est un peu une sorte de variante aussi du bulk agreement, c'est en mer Rouge. Quand les Houthis ont donc lancé leurs premières attaques, très vite, encore une fois, des résiliations massives, parce qu'on n'avait pas de visibilité sur ce qui allait arriver. Mais néanmoins, certains assureurs sont revenus très vite avec des engagements de garantie automatique sur des durées de 15 jours, 30 jours cette fois-ci, puisque la visibilité n'allait pas trop au-delà de 30 jours à ce moment-là. Des engagements de garantie automatique pour toutes les marchandises d'un assuré lambda qui passerait dans telle zone, dans cette période de temps, pour un capital adapté, connu et maîtrisable. Vous allez détester la question, mais je rebondis quand même sur ce qu'a dit Jean-Christian tout à l'heure. Les tarifs, ils ont changé dans quel ordre? Je sais que ce n'est pas une question que les courtiers et les assureurs aiment, mais on est passé. On a compris que la durée était plus courte, mais les tarifs, c'est quoi comme envolé? Les tarifs, on parle risque. Moi j'ai le benchmark, mais il faut signer un NDA là. C'est compliqué de donner des tarifs, ouais. Non, les tarifs ont été, et là je rejoins Jean-Christian, il y a eu dans les premières journées de la guerre, il y a eu des tarifs assez prohibitifs. Et là, effectivement, ça mettait les traders en mauvaise posture. Des taux de 1,5-2% parfois. Aujourd'hui, on est beaucoup plus bas, y compris sur la mer Rouge. Sur la mer Rouge, on n'a pas connu en fait cette surréaction qu'on a eu en mer Noire. C'est pour ça que je dis que la mer Noire est vraiment un déclencheur, un changement, un tournant. Je trouve que la réaction du marché a été beaucoup plus sereine et posée sur la mer Rouge qu'elle ne l'a été sur la mer Noire. Et pourtant, il y a eu des attaques sur la mer Rouge, et tout le monde le sait ici. Donc ça veut dire qu'on a quand même appris de la première crise. Et également en termes de tarification.
Jean-Raymond, sur les prochains risques qui vous fait peur à une échéance c'est moyenne. climatique et géopolitique, il y a les deux. Et quand on associe les deux, ça, on va parler de marchandises capables d'aller sur telle ou telle destination, en fonction donc des destinations qui seront plus longues. Et puis le fret et l'assurance, pour moi, sont indissociables. Ils forment une grosse partie du prix aujourd'hui. Et tous ces phénomènes géopolitiques, mais aussi climatiques, vont faire que il va y avoir des crises alimentaires, pour faire simple. Parce qu'on n'arrivera pas, je pense, à suppléer correctement les pays qui demandeurs. Moi, le risque, je le vois plutôt sur... si on reste dans le domaine du trade, être dans une espèce de cartélisation de plus en plus importante du trade, dans ce sens où, pour faire face aux risques, à la politique de sanctions, on décrivait la difficulté de gérer une politique de sanctions. Moi, de manière très concrète, je l'ai vu, j'étais chez Dreyfus pendant 20 ans, après je suis passé chez Sirens, une petite société. Chez Dreyfus, on était financé en ligne clean, donc notre risque, on avait un département risque qui appréciait le risque et le sanction et qui répondait donc pour les sanctions. Chez Sirens, on avait 10 banques, ce qui veut dire qu'il fallait à chaque fois passer par le régime de sanctions de chaque banque qui était différente. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que pour faire face à un monde multipolaire, multirisque, avec de plus en plus d'aléas géopolitiques qui sont excessivement coûteux, il y a une prime à la taille. Et de plus en plus, et c'est visible, vous avez qu'à regarder le dernier développement, le rapprochement de Viterra et de Binge, qui va créer un autre, j'ai envie de dire, un autre monstre ou géant du trading. Et c'est justifié parce que ce seront les seuls qui pourront faire face aux aléas. Encore faut-il, en revenant au point précédent, qu'ils soient à même d'être assez agiles pour y faire face, parce qu'ils pourront s'y adapter. Ils auront leur propre flotte de bateaux sous contrôle à long terme. Ils auront en partie des assurances sur une base de captives. Ils pourront suivre leur propre régime de sanctions. Ils auront un financement à des taux sans commune mesure. Je l'ai vu encore une fois, c'était pratiquement du simple double entre le taux de financement d'une petite trading et le taux d'une grosse trading. Donc il va y avoir une prime à la taille. Et de plus en plus, les fonds privés auront du mal à s'y adapter, et ce sera des sociétés d'État du style Cofco ou des sociétés russes qui vont prendre le relais, ou d'autres pays. Enfin, je vois l'adaptation sous cette facette-là. Rémi, sur l'évolution du marché, Jean-Christian vient d'évoquer les captives. Est-ce que sur ces nouveaux secteurs, vous pensez qu'on peut voir soit une explosion des captives, un développement plus net des captives? Je ne l'ai pas préparé non plus celle-là, je vous vois bien, je sais. Mais quelquefois ça me vient comme Désolé. des captives, voire des warbonds ou des trucs un peu, des nouveaux produits en fait pour faire face à ces besoins très spécifiques. Si vous avez une petite demi-heure de plus. Vous avez 2 minutes. Oui, effectivement, c'est un vrai sujet. Je pense que ça peut être lié en partie à notre thème, bien que l'objectif d'une captive d'assurance reste de faire des profits. Ce n'est pas uniquement d'être le véhicule d'assurance d'une compagnie pour l'auto-assurance. Donc, aller souscrire des risques de guerre ou ne pas être en compliance via la captive, je pense que ce n'est pas l'objet premier de la captive. Par contre, sur la tendance, oui, la tendance, elle est pour les grandes sociétés à retenir davantage le risque, d'abord pour capter la sinistralité de fréquence, voilà, et finalement transférer au marché la sinistralité d'intensité. Alors, c'est pas forcément bon pour le marché, puisque le marché voit sa volatilité augmenter, mais bon, à ce stade, encore une fois, la majorité des assurés sont assurés sans captive, mais la tendance est montante. Et sur les sujets comme l'Ukraine, par exemple, et on a évoqué tout à l'heure sur la couverture des silos
qui sont extrêmement difficiles à trouver. Effectivement, un certain nombre de grands traders que je ne citerai pas ont aujourd'hui des captifs d'assurance. Et forcément, ces captifs d'assurance, elles ont cette capacité mobilisable. Il suffit que le conseil d'administration donne instruction à la captive d'assurer. Ils assureront, voilà, si tant est qu'on est dans en compliance avec les sanctions. Donc oui, là, il y aura effectivement un jeu à double vitesse entre les grands qui sont auto-assurés et ceux qui ne le sont pas. On arrive presque au bout de nos échanges, alors je vais vous demander, en guise de conclusion, est-ce que vous avez un vœu ou un message fort que vous souhaitez que la salle retienne sur ce monde du trade et de l'assurance trade? Oui, un vœu, oui. Angèle? Un vœu, c'est peut-être de se rappeler tous ici que l'assureur, son rôle, c'est de mutualiser les risques. Il les mutualise dans le temps, il les mutualise dans l'espace. Et pour pouvoir faire ça, il a besoin de data. Et c'est là que le bas blesse. Parce que quand survient une crise, elle est forcément soudaine. Et l'assureur doit pouvoir accéder à des datas à un instant T, en appuyant sur un bouton, sur demande, pour savoir combien il a de marchandises en exposition, en stock ou en circulation dans une zone de crise, pour après se décider et savoir s'il va rajouter de la capacité sur telle zone ou pas, et comment il va le faire. Et donc la disponibilité des datas et aussi la technologie avec laquelle on va récupérer ces datas, ça ce sera vraiment la clé du futur. Et ça rendra la tarification beaucoup plus transparente, pour en revenir à ça. Et voilà, ce sera mon souhait. Rémi, un vœu? Alors j'ai préparé ma liste de courses puisque j'ai plein de vœux. Alors, sur le volet maritime, déjà, je vais être optimiste. Aujourd'hui, sur les risques de guerre, je pense qu'on arrive systématiquement à courir, à trouver des solutions sur le marché. Et c'est là, il faut quand même le souligner. Alors, il y a l'aspect tarification, effectivement, qui rentre en jeu, mais sur la solution, elle est sur étagère. Les assureurs essayent de donner des solutions, risques de guerre en mer, et on a très rarement des trous de garantie. Le vœu, il est plutôt sur les risques de guerre à terre. Et ça, c'est un vœu, je dirais, c'est un débat de très long terme qu'on a sur le marché, sur la frontière poreuse entre le marché des risques politiques et le marché de l'assurance transport. Puisque l'assurance transport couvre les risques de guerre à terre et les risques politiques également, mais il y a des renvois de balles et des zones grises qui mériteraient, je pense, un jour d'être clairement identifiées pour que l'on sache, pour notre silo à grains, qui finalement est notre fil rouge d'aujourd'hui, vers qui je me tourne pour le couvrir. Voilà. Et aujourd'hui, ce n'est pas forcément extrêmement clair. Et la responsabilité, elle est pour les deux marchés. Le marché des risques politiques et le marché de l'assurance transport, puisqu'on parle de marchandises et pas d'assets ici. Voilà. Moi, mon vœu, ce serait un peu basique, c'est de dire d'intensifier les échanges, le téléphone, la connaissance de ces contreparties, alors à tous les niveaux, c'est-à-dire que quand vous êtes trader, vous travaillez avec des armateurs, connaître ce qu'ils font, qui ils sont, connaître ses assureurs, mais je veux dire, à titre personnel, pour savoir et bénéficier de leur expérience, de leur connaissance, parce que je trouve qu'on se parle de moins en moins, on échange de plus en plus de manière informelle, on connaît pratiquement une adresse email d'une contrepartie, mais on ne va plus connaître cette contrepartie, et donc on se coupe d'une capacité d'adaptation. Et puis je terminerai par une citation d'un auteur suisse qui a son buste à côté de mon bureau au Parc des Bastions à Genève, qui s'appelle Jean Piaget, et qui disait, si je me souviens bien, l'intelligence, c'est pas ce que l'on sait, mais c'est ce que l'on fait quand on ne sait pas. Et je trouve que c'est vraiment la plus belle définition que je connaisse de l'intelligence. Et je pense qu'on aura tous besoin, dans l'avenir, encore plus que peut-être dans le passé, de faire preuve d'énormément d'intelligence liée à l'expérience. Jean-Raymond, ce sera le vœu de la fin. Pour finir, tant qu'il y aura des demandes alimentaires croissantes, le trade y trouvera sa place de toute façon. Et le trade y trouvera sa place en embarquant dans son sillage tant le fret que l'assurance.
Si j'ai un vœu de toute façon à formuler, moi, c'est qu'on trouve le juste équilibre entre la prise de risque et la couverture de risque. Parce que notre grosse problématique aujourd'hui, c'est de savoir où est le curseur, où est le curseur dans nos sociétés. Et je ne sais pas, Rémi, ce que tu en penses par rapport à ça, mais il y a des distorsions on ne peut pas tout couvrir en assurance, et on ne peut pas tout garantir. Donc il faut que le trade, il accompagne, et je pense que les grosses structures, les ABCD, comme on les appelle, les gros faiseurs mondiaux, ils vont de plus en plus se poser cette question entre la couverture et la prise de risque. Alors, je ne vais pas relancer le débat, mais vous remercier tous les quatre. Merci beaucoup. Merci. Merci.